le dessin est dégoûtant. En retirant son regard, Madame de Noailles murmura. Peut-on croire une telle chose? Elle répond par un grand éclat de rire. Au palais de Bellevue, on a longtemps vécu sur le principe, plus c'est mauvais, plus c'est bon. C'est là que sont nés les ragots les plus incroyables et les plus horribles sur Marie-Antoinette. La Révolution française a bel et bien été faite à l'origine par des aristocrates. Elle connaît son nouveau triomphe, l'héritier du trône est né. Le 22 octobre 1781, une centaine de salves de canon annoncent à la France que les Bourbons ont un garçon. La mère fatiguée accepte des félicitations qui ne se comptent plus. Et puis, pendant 9 jours encore, à Versailles, s'étire un interminable cortège d'admirateurs. Les représentants de toutes les classes sociales, de toutes les corporations et de tous les commerces se pressent pour exprimer leur joie. Les cadeaux pour l'enfant s'empilent. Tout cela est en ton honneur, murmure le fier roi. Pour la première fois de sa vie, il n'avait l'air ni endormi ni léthargique, mais si content qu'il surprenait son entourage. Même ceux qui n'aimaient pas trop Marie-Antoinette en ces jours d'automne 1781 pensaient que tout allait changer. Qu'une nouvelle et heureuse phase de la vie allait commencer. Mais la reine ne change pas. On espérait qu'elle se calmerait, qu'elle s'apaiserait, qu'elle réfléchirait. Mais dès qu'elle s'est remise, elle s'est mise à danser, à coudre de nouvelles robes, à s'amuser. Cette popularité accrue a encore plus inspiré Marie-Antoinette, et tous ceux qui faisaient partie de son entourage ont été remplis du sentiment de leur propre importance. Il ne s'agissait pas seulement d'un cercle étroit, mais d'un cercle étroit. Dans le petit Trianon, où Marie-Antoinette préférait vivre, il n'était pas possible de loger une centaine de courtisans, de sorte que la reine n'avait autour d'elle qu'un petit nombre de personnes dévouées. Qui choisit-elle pour l'accompagner? En premier lieu, la princesse de Lamballe. On peut considérer qu'il s'agit là d'une décision très sage de la part de la reine, car la princesse était une femme très honorable. Mais une autre amie proche, Madame de Polignac, suscite l'irritation à Versailles. Elle n'était pas très noble, mais se pliait au moindre désir de la reine. Polignac saute sur l'occasion et en profite. Sa mère avait demandé à Marie-Antoinette de se tenir à l'écart de la politique, et elle s'était tenue à l'écart. Mais Polignac s'intéressa très volontiers à la politique et commença à orienter ses amis et ses parents dans la bonne direction. Il suffit à la reine d'en toucher un mot à son mari. Si la reine avait pris la peine d'analyser à qui elle s'adressait, si elle avait écouté plus attentivement ses ministres. Mais elle ne l'a pas fait. Mais tout le monde autour d'elle était convaincu que la reine filait Louis XVI. Alors, si quelque chose ne va pas, c'est de sa faute. Les proches du roi jettent de l'huile sur le feu. Les tantes qui tentent d'influencer Marie-Antoinette sont furieuses. La reine ne compte plus avec elles depuis longtemps et elles ne peuvent l'oublier. Jeune, belle, puissante, elle est a priori coupable. C'est ainsi que l'intrigue commence. Et les ragots commencèrent. De plus en plus souvent, les princesses tantes se rendent au palais Bellevue, qui a appartenu à la marquise de Pompadour, où se réunit la société alternative. En fait, tous ceux qui n'aimaient pas Marie-Antoinette y étaient les bienvenus. Qui sont ces gens? Tout d'abord, ceux qui voulaient faire partie du cercle des intimes de Marie-Antoinette, mais qui, pour une raison ou une autre, ont été rejetés par elle. Ceux qui enviaient Polignac et rêvaient d'être à la place de la princesse de Lamballe. Ceux dont les intérêts souffraient du fait que la reine ne vivait pas dans le grand château de Versailles et n'avait donc pas besoin de dizaines d'oisifs. Ils recueillent avec maestria les ragots, les racontent et en inventent de nouveaux. Tout cela s'est ensuite répandu, la boue s'est déversée dans les rues de Paris, on a aussi dessiné des caricatures de Marie-Antoinette. Et quelles caricatures! L'imagination humaine n'a pas de limite. Un autre cercle de mécontents rassemble le duc d'Orléans. Il pensait pouvoir prétendre au poste de commandant de la flotte, mais il ne l'a pas obtenu. Le duc est persuadé qu'il s'agit d'une machination de Marie-Antoinette. Peu importe que cette nomination n'ait rien à voir avec elle. Elle s'était déjà moquée de ses talents de stratège.
C'était donc aussi sa faute. Cela est allé jusqu'à l'absurdité absolue. Lorsque Louis XVI a été soumis à de fortes pressions pour aider à financer la guerre d'indépendance américaine, cela a également été considéré comme une décision de la reine. En fait, Marie-Antoinette n'avait aucun lien avec cette campagne. Mais l'allocation des fonds a eu un effet néfaste sur le trésor déjà vide. Le roi a été littéralement trompé. L'argent devait être prêté et remboursé avec des intérêts. Cependant, l'État américain créé finit par agiter les mains. Il est simplement très reconnaissant envers la France. 3 fois, merci, pour leur aide. Mais ils ne rembourseront rien. Rien du tout. Lorsque Louis XVI se rend compte du préjudice qu'il a causé à son propre royaume avec cet investissement colossal, il se couche pendant plusieurs semaines. Et il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Presque tous ceux qui complotent contre Marie-Antoinette pensent que le meilleur moyen de s'en sortir est que le souverain apprivoise sa femme. Ou qu'il l'abandonne. Aucun d'entre eux ne pensait qu'il rendait un mauvais service à l'institution même de la monarchie. Dans les rues de Paris, il riait des caricatures, où la reine était représentée sous la forme la plus déplaisante, racontait avec enthousiasme des choses impensables à son sujet, et ne comprenait pas où cela menait. Même Madame de Noailles, la première dame mal aimée de l'entourage de Marie-Antoinette, participe plus d'une fois à la dénigrement de la reine. À l'époque, au début des années 1780, cela semblait si amusant. Que l'Autrichienne pleure. Non. Cela n'affecterait pas le roi et ses enfants. Quelle naïveté. En 1785, un autre garçon est né dans la famille royale. 2 ans plus tard, c'est au tour de la princesse Sophia Elena Béatrice de voir le jour, une princesse destinée à mourir très jeune. Mais c'est en 1789 que la famille royale subit le coup le plus dur. C'est à cette date, un mois à peine avant la Révolution, que le dauphin Louis meurt. Un petit garçon adoré, le roi, plus noir que la nuit, doit recevoir une délégation des États généraux de l'époque. Il refusa de la recevoir. Le lendemain, lui non plus. Les parents préparaient l'enterrement de leur fils, et on les comprend. Mais les politiques obligent Louis XVI à accepter de les rencontrer le 7 juin. La seconde moitié des années 80 en France est une mine d'or pour les imprimeurs. Les pamphlets qui ridiculisent ou dépeignent défavorablement la reine sont imprimés par milliers. La réputation de Marie-Antoinette et l'histoire du collier de diamants ont beaucoup souffert. Elle n'était même pas au courant. Un escroc astucieux s'est contenté d'utiliser son nom et de lui commander, prétendument, un collier grandiose d'une valeur de près de 2 millions de livres. Lorsque la supercherie a été révélée, il s'est avéré que Marie-Antoinette n'avait pas acheté le bijou. Cependant, le résidu est resté. L'image de l'escroc, une femme qui a gaspillé des millions en bijoux, est restée ancrée dans les esprits. Et oui, bien sûr, la fameuse phrase sur les gâteaux, elle est aussi collée à la reine. C'est aussi un mensonge. La phrase a un auteur, le philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau. Elle figure dans son ouvrage, Les Confessions, et se présente comme suit dans l'original. Comment ferais-je pour avoir du pain? Je n'oserais jamais l'acheter moi-même. Qu'un gentilhomme important, armé d'une épée, aille acheter un morceau de pain chez un boulanger, comment le pourrais-je? Enfin, je me suis souvenu de la solution imaginée par une princesse. Quand on lui a dit que les paysans n'avaient pas de pain, elle a dit qu'ils mangent des brioches, et j'ai commencé à acheter des brioches. Mais que de difficultés pour s'arranger. Sortant seul de chez moi avec cette intention, je faisais parfois le tour de toute la ville, passant devant au moins 30 pâtisseries avant d'entrer dans l'une d'elles. Et la vérité n'intéressait personne. Après tout, c'est de sa faute. Merci d'avoir regardé.